société civile aussi doit comprendre que la société civile ne remplace pas les organes ou les institutions de contrôle de l'État. Mais pas comme un gendarme ou un commissaire de police. Comme il est là. Donc c'est juste, on fait ça pour amener les autorités à réguler le fonctionnement. Et aujourd'hui, nous pouvons nous en féliciter. Parce que ça, je le dis très souvent, on doit féliciter le gouvernement togolais pour les efforts effectués et par vos contributions. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez ici, nous avons été élus dans MCC. C'est les efforts effectués par chacun d'entre nous ici. Parce que, vous savez, la condition la plus coincée qu'il fallait pour le Togo depuis 4 ans, on dit de lutter contre la corruption et de diminuer la corruption. Si nous avons été élus, félicitons les autorités, dont le chef de l'État, pour les orientations données à chaque service pour que ça puisse être aujourd'hui accepté par une institution qui n'est pas la moindre. Quand on dit que le gouvernement américain accepte et que le chef de l'État américain lui-même, il prononce, c'est lui, c'est la dame de derrière. Aussi, là, vous venez me voir. Sinon, je suis l'enfant de Tchakondo. C'est pourquoi on m'appelle. Mais bien sûr, c'est pourquoi on m'appelle Tchakondo. Si ma mère n'avait pas dit que c'est pour le Tchakondo, je ne vais pas signer Tchakondo. Et comme je suis né, on va me dire que j'ai le nom de Idrissou. Mais entre-temps, le vieux nous avait dit de retourner au nom authentique. Et nous avons perdu Idrissou, tout comme certains d'entre vous ont perdu les noms Mathieu, moi, Raymond. C'est ça, non? Oui. J'ai perdu Idrissou pour prendre Ouroum aussi. Mon papa dit que l'enfant ne naît pas 2 fois. Comment il a fait pour me trouver un nom? Parce que je ne prends pas le nom selon la date de naissance. Le jour. Bon, il a regardé, il dit, j'ai trouvé. C'est mon père qui t'a incarné. C'est-à-dire que je suis le retour de mon grand-père. Ouais. En hébreu, on dit Yoyoalo, comment il dit c'est ça, Amétépé? Oui. Ok. J'ai trouvé aujourd'hui. Et mon papa dit, tu prends où aussi? Donc, automatiquement, je suis devenu le père de mon père. Oui. D'abord, d'autres, même quand ils m'appellent, ils ne savent pas qu'il faut commencer par Ouroum aussi. Il faut commencer par Tchakondo. Le nom de famille devrait être Ouroum aussi. Mais qui est devenu le prénom? Je ne suis pas fort ça. Bien, donc, comme mon grand frère m'appelle toujours monsieur le ministre, c'est que j'ai eu la chance. Ça aussi, vous devez savoir que le conflit n'est pas totalement mauvais. C'est que dormir dans le conflit, c'est ça où c'est mauvais. Quand on se querellait, on s'est transporté à Ouagadougou. On a fait le gouvernement d'Union nationale. Tiens, le président de la République, M. Faure Niassimi, dit tu dois rentrer dans le gouvernement. C'est comme ça qu'on m'appelle ministre. Donc, je n'ai pas gagné à travers le conflit. Donc, il y a été ministre de la décentralisation et des collectivités locales. Je suis expert en décentralisation. Je suis consultant formateur international. Je m'arrête là-bas. C'est à ce titre qu'on m'a invité pour être consultant pour cet atelier. Ensemble, nous allons, la main dans la main, apporter notre contribution pour améliorer la gouvernance dans les industries extractives de notre pays pour le bonheur de nous tous. Je vous remercie.
communication ITE Togo. Monsieur Parfait, vous avez la parole. Du consultant, je vais essayer de découvrir ensemble avec vous l'un des meilleurs outils élaborés pour lutter contre la corruption. Il s'appelle la norme ITIE. La norme ITIE est un ensemble de dispositions qui décrit les exigences applicables aux pays qui veulent mettre en œuvre la promotion de la transparence. La norme décrit également les statuts de l'association, les statuts qui régissent l'association ITIE. La norme se compose de 2 chapitres. Le premier chapitre est consacré à la mise en œuvre de la norme ITIE. Et ce chapitre comprend les principes, les exigences, une section sur la surveillance de la mise en œuvre de l'ITIE par le conseil d'administration, la présentation de la validation, le protocole de participation de la société civile, les attentes vis-à-vis des entreprises soutenant l'ITIE et la politique des données ouvertes. Le deuxième chapitre que nous allons survoler est consacré à la gouvernance et à la gestion des organes de l'ITIE. Ça porte sur les statuts, la politique d'ouverture de l'ITIE, les lignes directrices des collèges de l'ITIE et le code de conduite de l'association ITIE. C'est le premier chapitre qui nous intéresse au cours de cet atelier consacré à la lutte contre la corruption. Comprend essentiellement les principes et les exigences de l'ITIE. Les principes ont été formulés au cours d'une conférence qui a été organisée par le gouvernement britannique à Lancaster House le 1er mai 2003. Nous revenons alors à la création de l'ITIE qui a eu lieu en 2002 en Afrique du Sud, à Johannesburg, lors du sommet mondial pour le développement durable, où les chefs d'État du monde entier se sont retrouvés là. Et la société civile donnait de la voix pour chercher à comprendre ce que rapporte l'exploitation des ressources naturelles de leur pays. Parce qu'ils ont fait le constat que c'est les pays africains qui ont le plus de ressources naturelles possibles. Mais de façon contrastée, c'est dans les pays africains qu'on constate le plus la pauvreté. Et les pays du Nord, où il y a moins de ressources naturelles, sont des pays développés. Il y a donc un paradoxe qu'ils appellent la malédiction des ressources. Et donc, pour comprendre ce paradoxe, la société civile exigeait qu'il y ait de la transparence dans l'exploitation des ressources naturelles. Alors, la solution que le Premier ministre britannique d'alors, Tony Blair, avait trouvée, c'est de proposer à ses pairs que les pays qui le veulent mettent à la disposition de leur population toutes les informations sur le secteur extractif. Et quand on parle de secteur extractif, dans ce cadre, on comprend le secteur des hydrocarbures, le secteur des mines et le secteur du gaz, c'est-à-dire du pétrole, mines et gaz. Donc c'est à la fin de la conférence de Lancaster House que tous les participants ont fait une déclaration. Et dans la déclaration, il a été énoncé des principes qui sont au nombre de 12. Dit maintenant, principe de l'ITIE. À la suite de ces principes, il a été élaboré les règles assurent pour promouvoir la transparence et l'obligation de rendre compte aux populations. Et ces règles ont été utilisées jusqu'en 2013. En 2013, maintenant, les parties prenantes ont trouvé nécessaire de mettre en place une norme, un standard mondial que tous les pays doivent suivre.
Et c'est là qu'est née la norme ITIE, version 2013, qui a été renforcée 3 ans plus tard, en 2016, et encore 3 ans après, la norme est renforcée en 2019, et cette version est adoptée le 17 juin 2019 à Paris. Alors, dans la norme, il y a 7, à part les 12 principes, il y a 7 exigences que les pays qui veulent mettre en œuvre cette norme doivent suivre. Mais pour être membre de l'ITIE, il y a la phase préparatoire, la phase d'adhésion qu'il faut observer. Et quand vous observez, vous finissez d'observer cette phase, vous pouvez demander maintenant à être membre, à être accepté comme pays membre de l'ITIE. Et cette phase, on la retrouve à l'exigence 1. Dans l'exigence 1, la norme voudrait que le gouvernement qui veut appliquer la norme ITIE puisse être un gouvernement qui s'engage, qui exprime sa volonté politique de promouvoir la transparence et la redevabilité. Que le pays dont le gouvernement s'est engagé, les entreprises extractives qui se trouvent dans le pays également s'engagent et que la société civile aussi s'engage. Donc le gouvernement doit s'assurer qu'il donne la possibilité aux entreprises et à la société civile de collaborer ensemble sur la question de la gouvernance du secteur extractif. Donc c'est l'exigence 1.1, 1.2 et 1.3. Créer un groupe multipartite au sein duquel on retrouve les représentants de ces 3 parties prenantes. Donc c'est le groupe multipartite ou groupe tripartite, pour être plus précis. S'entendre sur un plan de travail. Et quand le plan de travail, comment nous allons procéder pour travailler tout au long de la phase d'adhésion. Si vous entendez sur ce plan de travail, maintenant, la demande d'adhésion est adressée au conseil d'administration de l'ITIE. Le Togo, ou bien le pays désireux de promouvoir la transparence et la redevabilité, qui est accepté comme pays membre de l'ITIE, commence la mise en œuvre avec l'application des autres exigences. Et les exigences à appliquer doivent être appliquées dans une durée de 18 mois pour voir si l'application est celle souhaitée par la norme, les exigences de la norme. Et il faut respecter donc les exigences 2, 3, 4, 5 et 6 pour qu'on puisse voir la manière dont ces exigences ont été mises en œuvre, si le pays est un pays qui maîtrise la norme ou bien qui peut utiliser la norme pour obtenir des impacts ou bien des résultats et un impact réel sur la gouvernance de son secteur extractif. Et les exigences là sont donc des exigences minimales et les pays de mise en œuvre peuvent aller au-delà de ce qui est exigé par la norme ITIE. Les parties prenantes sont encouragées donc à consulter les documents d'orientation. C'est-à-dire au-delà de la norme, il y a des documents que le secrétariat international élabore pour renforcer la compréhension de chacune des exigences et montrer la voie pour la meilleure application de ces exigences. Donc ces documents aussi sont utiles pour une meilleure utilisation de la norme ITIE. Alors les exigences, comme nous venons de le dire, la première exigence concerne l'inscription et la gouvernance. C'est-à-dire le pays veut s'inscrire dans la famille ITIE. Et maintenant, comment la gouvernance de l'équipe qui va mettre en œuvre l'ITIE va être organisée. De l'exigence 2 à l'exigence 6, ça concerne la mise en œuvre même de la norme par ce groupe multipartite qui s'est inscrit, bien ce pays qui s'est inscrit et son groupe multipartite
pour prouver son expertise, de sa maîtrise des différentes exigences de la exigence numéro 2, qui concerne le cadre juridique. Et le cadre juridique, les contrats et les licences. Cela en tant que le cadre légal et le régime fiscal doivent être connus par toute la population et par ceux qui vont mettre en œuvre la norme. Et il doit exister un registre des licences et les contrats aussi doivent être assez transparents pour tout le monde, toutes les parties prenantes. Et quand les contrats sont transparents, il faudrait qu'on puisse être capable d'identifier les propriétaires effectifs des entreprises qui opèrent dans le secteur extractif et qu'on puisse avoir une idée claire de la participation de l'État dans les entreprises du secteur extractif, c'est-à-dire la part que détient l'État dans chacune des entreprises. L'exigence qui suit, c'est l'exigence numéro 3. Elle est importante pour connaître les recherches significatives qui se font dans le secteur extractif, pour connaître les gisements, pour connaître les types de minerais qui existent, etc. Et cette exigence s'intéresse également à l'exploitation. Lorsque les entreprises sont en phase d'exploitation, quelles sont leurs productions, quelle est l'importance de leur production, les volumes produits, et quelle est l'importance de leur exportation, ce qu'ils produisent, ce qu'ils ces entreprises exportent également. Nous passons à l'exigence 4, qui est une exigence que nous disons exigence assez dense, parce que dans tous les rapports ITIE, au-delà des deux exigences que nous venons de citer, il faudrait retrouver non seulement les données énumérées par cette exigence, mais aussi il faut s'assurer de la régularité ou bien de la ponctualité de la divulgation de ces données, de la qualité de ces données et de l'assurance qualité de ces données. Tout cela est dans l'exigence numéro 4. Maintenant, l'exigence numéro 5 est consacrée à la répartition des revenus. La répartition des revenus, c'est-à-dire l'affectation de ces revenus. Comment les revenus collectés au numéro 4 sont affectés et quelle est la part qui est transférée au niveau infranational, hein, dans les collectivités territoriales ou les localités où il y a exploitation minière, et quelle est la gestion de ces recettes. Lorsque par exemple on fait une ristourne à une commune, comment ce revenu est géré et comment ce revenu est dépensé. Il faudrait aussi qu'on rende compte de cela. Et l'exigence numéro 6 est consacrée aux dépenses sociales et économiques. Et cette exigence part alors des dépenses sociales et environnementales. Ça, c'est du côté des entreprises, des dépenses que ces entreprises font au niveau social et environnemental. L'exigence parle également des dépenses quasi-budgétaires. Et ces dépenses, c'est des dépenses qui sont effectuées par les sociétés d'État. Et cette exigence concerne également la contribution du secteur extractif dans l'économie nationale. Donc, ces données doivent être divulguées, mises à nu, pour que toute la population soit informée de ces exigences. Donc, de l'exigence 2 à l'exigence 6, nous assurons, alors la norme assure la transparence des données sur tout ce que je viens d'évoquer. Il faudrait que tout le monde comprenne ce qui se passe à ce niveau. Et quand tout le monde est au même niveau d'information, on peut maintenant discuter de la gouvernance du secteur extractif sans faire des a priori. Maintenant, la dernière exigence, qui est l'exigence 7, est consacrée aux résultats et impacts. C'est une exigence qui appelle premièrement au débat public, qui appelle à l'accessibilité des informations sur le secteur extractif, donc des données ITIE. C'est une exigence qui appelle également aux recommandations, les leçons tirées de la gouvernance du secteur
extractif, il faut en débattre et à partir de ces leçons tirées, faire des recommandations qui vont conduire peut-être à des réformes. Et enfin, l'exigence numéro 7 s'intéresse aux résultats et impacts. Finalement, après avoir fait la mise en œuvre de la norme, quel est le résultat auquel nous avons abouti? Et maintenant, avec les résultats obtenus de la mise en œuvre de la norme ITIE, quel est l'impact sur le pays? C'est à ces questions que toute la norme voudrait répondre à partir de l'exigence numéro 7. En résumé, nous pouvons observer ce qui fonctionne l'ITIE et comment est obtenu l'impact qui est attendu à la fin et par tous. D'abord, pour mettre en œuvre la norme ITIE, il faut disposer d'une ressource naturelle. Et c'est parce qu'on voudrait faire la meilleure gestion de cette ressource qu'on va à la recherche de la norme ITIE pour l'utiliser afin d'optimiser l'exploitation de cette ressource. Et quand vous avez la ressource, vous pouvez maintenant constituer un groupe multipartite, c'est-à-dire le gouvernement qui a le devoir régalien de la gestion du bien commun qui est la ressource, va s'engager à travailler avec les entreprises qui ont l'expertise pour l'exploitation de ces ressources, en collaboration avec la société civile qui est invitée comme un œil de la population pour voir la manière dont ces ressources sont gérées. Donc ce groupe multipartite, c'est ce groupe-là qui va maintenant mettre en application les exigences de la norme qui consiste d'abord à connaître les contrats et les licences octroyées aux différentes entreprises, à connaître de la production, les volumes, les quantités exportées, les volumes produits, et à connaître des flux financiers récoltés à partir de l'exploitation de cette ressource. Les impôts, les taxes et autres revenus issus de l'exploitation du secteur extractif sont concernés par la collecte des revenus. Et maintenant, les revenus collectés, comment ils sont affectés? Donc la répartition des revenus, ça intéresse la norme. Et enfin, comment ces revenus sont dépensés sur le plan économique et sur le plan social. Qu'est-ce que l'État en fait? Qu'est-ce que l'État fait des revenus? Et maintenant, à partir de cette connaissance, du contrat jusqu'aux dépenses économiques et sociales, le débat peut être un débat utile. On ne pourra plus dire qu'il paraît que, et nous avons entendu dire que, on dira, d'après le rapport ITIE, d'après les informations ITIE, d'après les données de telle année, voilà. Et un débat beaucoup plus rationnel sera posé. Et ce débat, quand il est rationnel, appelle à un interlocuteur attentif. Et donc, l'objectif de l'ITIE, c'est d'informer le débat public, afin que ce débat public puisse déboucher sur des réformes qui ont pour objectif de renforcer la gouvernance du secteur extractif pour une meilleure exploitation des ressources naturelles afin d'assurer un développement durable et inclusif. Alors, ce qui est dans le cadre rectangle permet d'identifier les risques de gouvernance et de stimuler les débats et de provoquer des réformes sur la base de données qui sont publiques. Les données doivent être fiables, ouvertes pour fournir les fondations d'une meilleure gouvernance. Et fournissent alors les fondations d'une meilleure gouvernance, ça veut dire qu'on peut avoir la capacité de faire des investissements. Et c'est de ces investissements que nous allons attendre un développement beaucoup plus serein de notre pays sur la base de nos ressources. Voilà en résumé ce que la norme est, ce que la norme permet de faire et ce que la norme nous incite à avoir comme impact. Alors,
puisque nous sommes dans un atelier qui vise la lutte contre la corruption, nous pouvons faire ressortir quelques aspects de la norme comme outil pouvant intensifier le regard sur les pôles de risque de corruption. Dans la norme, à l'exigence 2, l'exigence 2.6 évoque le principe de bénéficiaire effectif. Les propriétaires des entreprises doivent être connus, mais ceux à qui les activités de l'entreprise profitent réellement doivent être également connus. Cela permet d'enquêter sur la corruption et de suivre l'argent, les circuits que prennent l'argent produit par les entreprises du secteur extractif. Les entreprises anonymes peuvent présenter une impasse dans les enquêtes sur la corruption. Donc si on ne connaît pas celui qui bénéficie de l'entreprise, on ne peut pas avoir une idée assez claire des forces de l'ordre et des journalistes à découvrir des conflits d'intérêts qui pourraient autrement rester cachés. Si moi je suis décideur et j'ai une entreprise extractive, quand il va s'agir de prendre une décision pour contraindre les entreprises de façon générale, si nous savons l'ensemble, c'est que c'est ma société, c'est de ma société qu'il faut discuter. L'ITIE voudrait que la transparence sur cette identification permette à la majorité qui a des doutes sur mon impartialité ou bien qui peut évoquer le conflit d'intérêts que j'aurai dans ce débat, puisque mon intérêt est que la décision favorise l'entreprise. Si cela est, tout le monde est conscient de cela, on peut demander de façon transparente que je puisse sortir de cette décision, que je n'ai pas d'emprise sur cette décision. C'est ce qu'on fait déjà dans les marchés publics où lors de l'ouverture des plis, on demande si quelqu'un est en conflit d'intérêt avec le marché en question. Si réellement vous êtes en conflit d'intérêt, vous vous déclarez et vous laissez les autres procéder au reste du travail. Et ça permet à garantir la transparence. Mais si vous ne saviez pas que moi je suis propriétaire ou bien décideur ou partie prenante de l'entreprise, et moi aussi je me tais, on peut fausser les données. Peut-être que je vais donner des arguments qui vont vous entraîner dans la décision, dans le sens que moi je voudrais pour la décision. Donc l'ITIE voudrait qu'on puisse garantir, réduire ce risque. Réduire donc les risques de corruption grâce à une prise de décision éclairée. Analyser les données à l'aide de nouvelles approches pour fournir des informations et un impact anti-corruption. Donc les analyses utilisant les données sur les bénéficiaires effectifs sont un moyen d'améliorer la compréhension des modèles et des comportements qui peuvent indiquer des pratiques de corruption. Ils offrent aux forces de l'ordre, à la société civile et au gouvernement de nouvelles perspectives sur la façon dont les acteurs corrompus naviguent et exploitent les systèmes financiers et économiques et peuvent aider à déclencher des enquêtes. Donc nous insistons alors, ça nous amène ou bien ça donne sur l'importance de l'utilisation de la norme ITIE contre la corruption, intéressée à l'utilisation des données. Les premières données les plus importantes qui vont directement dans ce sens, c'est les données sur la propriété de l'entreprise. Ça permet d'identifier les signaux d'alarme. C'est également l'utilisation des données d'exportation et de production. Ça permet également de lutter contre des comportements illicites. Et à ce niveau, nous pouvons donner l'exemple de la commercialisation de l'or. Il y avait deux comptoirs au Togo qui commercialisaient l'or. Et c'est
lorsque les rapports ITIE ont commencé par s'intéresser à ce commerce et on a vu l'importance du volume d'exportation, de la valeur des exportations de l'or au Togo, je crois 2 ou 3 ans après, ces comptoirs ont disparu. Alors, ça peut donner lieu à des analyses que nous n'avons pas encore réussi à faire, ou bien les utilisateurs potentiels des données ITIE au Togo n'ont pas encore réussi à exploiter. C'est un signal et un filon qu'on peut exploiter pour comprendre pourquoi ces comptoirs qui prospéraient depuis des années ont disparu juste quelques années après la mise en œuvre de l'ITIE au Togo et surtout après la publication des rapports qui ont commencé par révéler l'importance de ce commerce, en contradiction avec les volumes produits au Togo. Les perspectives d'avenir, c'est qu'il faut s'intéresser à des approches axées sur les données pour lutter contre la corruption. C'est-à-dire s'intéresser à l'analyse des informations ITIE, parce que les informations ITIE, quand on les diffuse ou on les publie, on les reçoit, ça a un effet sur nous, mais on a comme l'impression que ça ne nous appelle pas, ça ne nous conscientise pas sur notre devoir de nous engager à une action concrète par la suite. Parce que ce n'est pas ceux qui publient les rapports ITIE qui ont encore pour mission d'utiliser les données de l'ITIE. Et en guise d'exemple de données utilisables, nous pouvons citer surtout le premier rapport ITIE a donné beaucoup de pistes. Quand nous prenons dans le rapport de 2010, une première anomalie qui consiste, que nous appelons bonus de signature. C'est une somme exigée par l'administration publique à une entreprise qui devait signer une convention, enfin qui devait obtenir une licence pour exploiter du calcaire au Togo, l'entreprise Scan Togo Mine, que le promoteur paye un bonus de signature. Nous allons nous rappeler que l'ITIE a commencé par l'exigence numéro 2 qui s'intéresse au cadre légal, au cadre juridique. Dans le cadre juridique encadrant la gouvernance du secteur minier, il n'existe pas de paiement dénommé bonus de signature. Par contre, ces paiements existent dans le cadre juridique encadrant l'exploitation des hydrocarbures. Mais pour les mines, ça n'existe pas au Togo. Mais l'administration a exigé un bonus de signature, donc un paiement créé en dehors de toute légalité. Et l'entreprise qui voulait aussi obtenir sa convention a payé, je crois, 1 milliard de francs CFA à peu près pour obtenir la signature de la convention. Déjà, à partir de ce moment, je crois que ceux qui connaissent mieux la corruption peuvent commencer par s'intéresser à la question. Le rapport ITIE l'a révélé. Il faut maintenant une analyse pour comprendre qu'il y a un risque de corruption là-bas. Mais jusqu'aujourd'hui, cela n'a pas, comment l'appelle-t-on, choqué les sensibilités en termes de lutte contre la corruption. Et ce bonus a été versé sur le fonds spécial d'électrification. Deuxième anomalie sur le même paiement, c'est que si le paiement est exigé pour l'État togolais a ses fonds, ses caisses. Le fonds spécial d'électrification est un compte d'une institution de l'État, mais n'est pas un compte de l'État. Je ne sais pas si on se comprend là-bas. C'est parapublic. Donc, l'institution peut utiliser l'argent qui est sur son propre compte. Or, l'argent de l'État, pour l'utiliser, il faut l'obtenir de l'État. Deuxième anomalie, qui peut conduire à une piste de recherche de lutte contre la corruption sur le même paiement. Deuxième anomalie du rapport, ça fait état de paiement par la société SLPT sur le même compte initialement évoqué tout à l'heure,
pour l'électrification des localités de sa zone d'exploitation. Et ce montant également est de l'ordre du milliard. Que la société d'État veuille aider à l'électrification des localités de sa zone. Nous avons parlé des dépenses sociales tout à l'heure, à l'exigence numéro 6, que c'est des dépenses quasi budgétaires ou que font les entreprises d'État. L'entreprise pouvait agir, mais l'électrification a-t-elle eu lieu? Si elle a eu lieu, l'argent versé sur le FSE, c'est cela qui a été utilisé pour le faire. Sinon, où est passé cet argent? Ça aussi, c'est une deuxième piste. Troisième, il y a eu un crash informatique à la douane togolaise qui a couvert la période de octobre, fin octobre 2010 à fin novembre ou décembre, je crois, jusqu'au du 30 ou 29 octobre 2010 au 24 décembre 2010. On n'a retrouvé aucune trace des perceptions à la douane. Pour explication, il y a eu crash informatique. Ça là, par exemple, ça peut donner des soupçons de corruption. Et il faut un travail d'analyse et d'interprétation de cette information. C'est une information publique sur laquelle les parties prenantes sont d'accord. Quand nous parlons de bonus de signature, l'administration qui l'a exigé est d'accord que c'est un fait que nous avons relevé. L'entreprise est d'accord, nous avons les preuves. La douane est d'accord, nous avons les preuves, elle a les preuves. Nous passons au numéro d'identification fiscale des entreprises. Les rapports ITIE ont permis de constater qu'une entreprise peut faire un dédouanement sous couvert du numéro d'identification d'une autre entreprise. C'est une anomalie grave qui passait inaperçue. Mais grâce à l'utilisation de la norme ITIE, cela a été mis à jour. Et donc, ça au moins a donné lieu à une réforme que nous appelons aujourd'hui NIF, numéro d'identification fiscale, qui est unique à toutes les entreprises. Et le principe du code 99999 à la douane, qui permettait aux entreprises qui n'ont pas encore fini la formalité fiscale pour avoir un numéro, de faire un dédouanement sur ce compte-là. Donc ce dédouanement devient presque anonyme et permettait de faire un fourre-tout. Ce principe a été éradiqué grâce au rapport ITIE qui l'ont également relevé aux côtés de cette pratique qui n'est pas appréciable. Et enfin, la participation de l'État dans les entreprises du secteur extractif. L'État a droit automatiquement à 10% de participation dans toutes les entreprises extractives à grande échelle. Maintenant, les rapports ITIE ont constaté dans un premier temps qu'on n'avait pas de traces des paiements des dividendes des grandes entreprises, sauf une, je crois, Voltic, et par moment Wassem, qui déclarait des dividendes payés. Et cette dividende, à quoi cela correspond? Ça aussi, il faut une analyse ou des interprétations pour savoir si ça correspond réellement aux résultats obtenus à l'année de déclaration de ces paiements. Donc voilà quelques pistes. Il y en a assez dans les différents rapports ITIE publiés à ce jour. Nous avons publié au moins 10 rapports ITIE et dans chacun de ces rapports, il y a forcément des anomalies qui peuvent conduire à la détection des risques ou des actes de corruption, mais peut-être que cet aspect échappe à nous tous. Il va falloir réfléchir ensemble sur comment désormais procéder à la lecture, à l'analyse
et à l'interprétation des rapports ITIE pour pouvoir donner de la matière à faire à Blucia, à Saint-Yves, à Djiaba et que sais-je encore, à tous les corps qui s'intéressent à la réduction, à la prévention, à la réduction et à la lutte contre la corruption. Nous passons le chapitre 2 parce que cela c'est juste des dispositions administratives pour une meilleure gouvernance des organes de l'ITIE, et ce qui est intéressant est que les pays qui mettent en œuvre l'ITIE doivent s'intéresser surtout au code de conduite de l'association, et chacun doit avoir un code de conduite pour que nos comportements puissent refléter ce que nous prêchons. On peut le lire dans le rapport, dans la norme ITIE, et la politique d'ouverture, c'est intéressant de le lire pour savoir, c'est comme des principes que l'ITIE a adoptés pour s'ouvrir davantage, et tous ceux qui adhèrent à ces politiques n'ont pas de réticence pour que la population ait accès à toutes les voies, la transparence, et on peut être capable de rendre des comptes. Celui qui est transparent n'a pas peur de rendre des comptes. Et parce que vous allez rendre des comptes, ceux à qui vous rendez des comptes peuvent faire des propositions pour que votre travail puisse s'améliorer. Donc, la norme se présente sous cette forme. Le complet est un format A4. Ceci est une version simplifiée et vous allez sur le site ITIE International ou tous les sites ITIE, vous allez retrouver toute la version dans laquelle vous allez lire des statuts et autres. Nous allons nous arrêter ici en disant que la qualité de la mise en œuvre de la norme ITIE dépend forcément de la qualité des analyses et interprétations que feront les acteurs, impliqués directement ou non dans la promotion de la transparence, ou qui sont intéressés par les questions de gouvernance et de reddition des comptes. Quand on est intéressé par la transparence et la reddition de comptes, on lutte forcément, qu'on le veuille ou non, on lutte contre la corruption. Et donc, nous sommes tous encouragés à aller au-delà de la simple lecture des rapports ITIE pour nous intéresser à leur analyse, à leur interprétation, pour en faire un outil réellement de lutte contre la corruption. Je vous remercie. Nous disons merci à M. Parfait, mais je ne vais pas sentir les applaudissements. M. Parfait,